Bonsoir à tous. Nous allons pouvoir commencer. Si vous voulez bien vous installer, Monsieur Benny, comme ça on va lancer. Tout d'abord, je vous présente les excuses de Madame Arokia Agis, qui malheureusement, la présidente du conseil de quartier, qui malheureusement ce soir a été retenue par un imprévu de dernière minute et ne pourra pas être avec nous pour ce conseil de quartier. Donc nous allons devoir faire sans elle et nous pensons bien à elle parce que j'espère que ces soucis ne seront pas trop difficiles. Peut-être pour commencer par un petit mot d'introduction avant que nous n'entamions vraiment le cœur de l'ordre du jour. Vous avez tous constaté depuis maintenant plusieurs jours, semaines, les difficultés que nous avons eues sur le ramassage des ordures. Je tenais à vous informer, si vous ne l'aviez pas vu par ailleurs, que le dépôt qui est situé à Vitry-sur-Seine, si je me souviens bien du nom exact, a été ouvert, a été dégagé par les forces de police puisqu'il était bloqué, et c'est ce qui bloquait notamment pour nous le déploiement des bennes, puisque même si on faisait déployer et tourner des bennes dans le 15e arrondissement, qu'on avait pu solliciter des éboueurs qui venaient d'en dehors de la ville de Paris pour continuer à recueillir une partie des déchets sur les grands axes. Malheureusement, les bennes ne pouvaient pas déposer ces ordures dans les centres de traitement parce qu'eux-mêmes étaient bloqués. Donc là, le centre de traitement ayant été débloqué, on a des bennes supplémentaires qui commencent à circuler et on devrait pouvoir progressivement résorber les problématiques. J'espère voir la situation s'améliorer dans les jours qui viennent. Donc je sais que c'est une grosse préoccupation et dans ce quartier, on le voit même à la sortie. Donc je tenais à vous en informer parce qu'on a fait beaucoup de choses pour essayer de faire en sorte, on a fait beaucoup de choses à la mairie du 15e arrondissement pour essayer de faire en sorte d'apaiser et d'essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Malheureusement, ce n'était pas le cas de tous les acteurs. On a la mairie de Paris qui refusait de réquisitionner ou de faire appel à des sociétés privées par ailleurs pour compenser les problématiques des éboueurs en grève, au point peut-être d'arriver à une question de salubrité publique. Ça se pose réellement. On a poussé au maximum, on a plaidé cette cause-là. Là, on arrive enfin à avoir ce bout de dénouement. J'espère que dans les jours qui viennent, ça va s'améliorer. En tout cas, si vous le constatez, n'hésitez pas à nous le signaler si ça demeure dans les jours qui viennent. Mais ne vous inquiétez pas, la mairie du 15e, en tout cas, et les élus sont pleinement mobilisés sur le sujet. Jean-Yves Pinet, qui est l'adjoint en charge des questions de voirie et de propreté de l'espace public, est mobilisé à 100%. Donc il suit le sujet, nous le suivons depuis longtemps et on va continuer à le suivre jusqu'à ce que ce soit totalement résorbé, on l'espère, dans les semaines qui viennent. Voilà pour le petit point d'entrée, parce qu'il me paraissait important de revenir sur ce sujet pour tout le monde, que nous soyons bien au clair sur ces éléments-là. Je suis ravie d'accueillir ce soir à mes côtés donc, les membres du conseil de quartier qui sont là avec nous, Monsieur Privé, Monsieur Dienne, Madame Le Guen et Monsieur Beignet de la démocratie locale participative du 15e. Et pour participer et présenter les sujets de ce soir, Monsieur Fabien Berroir et bien sûr mon collègue Louis Latine qui est adjoint au maire en charge de la jeunesse. Le premier sujet que nous allons aborder, puisque je suis désormais chargée de faire la modération en l'absence de la présidente du conseil de quartier, premier sujet que nous allons aborder, ce sera la question des travaux du grand canal du parc Citroën, qui est un sujet que nous suivons depuis assez longtemps dans le conseil de quartier, qui a fait l'objet déjà d'échanges, de présentations, et qui aujourd'hui voit un peu les choses bouger, les choses avancer. Et donc Monsieur Berroir, qui est le chef de la division de la DEV, donc la direction des espaces verts et de l'environnement, va pouvoir nous présenter l'état des choses et j'espère les perspectives que nous pouvons attendre pour les prochains mois, prochaines années, parce que c'est quand même des travaux qui vont prendre un petit peu de temps, il me semble. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci Madame Parizet.
Donc Fabien Berroir, effectivement, je suis le responsable des espaces verts du 15e arrondissement. Donc je vais vous présenter le projet tel qu'il va être réalisé dans les mois qui viennent de réhabilitation du grand canal du parc André Citroën. Alors le parc André Citroën, je pense que dans ce quartier-là, vous le connaissez tous, c'est un des grands parcs parisiens, le plus grand qui a été construit à Paris depuis le Second Empire. Il remonte à 1992. Depuis cette date, il a été très fréquenté et un certain nombre d'équipements techniques qui ont été pensés à la base, notamment les effets d'eau, ne fonctionnent pas depuis plusieurs années. Donc il y a un grand programme de réhabilitation du parc qui est en cours, en particulier ces travaux sur le Grand Canal, qui est l'un des espaces emblématiques, comme on va le voir, mais aussi l'un des espaces qui fonctionne, qui est à l'arrêt depuis le plus longtemps. Donc c'est un parc qui, et c'est assez rare à Paris pour être souligné, qui est ouvert directement sur la Seine. Comme tous les autres grands parcs de la rive gauche, il est organisé autour d'un grand vide central qui est la grande pelouse, cerclée de la fontaine qu'on appelle le canal Lisière. Les autres parties du site s'articulent autour de ce grand vide central, notamment les jardins sériels qui se trouvent à l'est, et le Grand Canal qui se trouve de l'autre côté. Donc différents axes hiérarchisés ont été définis par l'un des concepteurs, Jean-Pierre Viguier, le Grand Canal et la diagonale piétonne d'une part, les jardins sériels et les nymphées donc d'autre part. Le Grand Canal est donc un élément fortement structurant du parc et l'un des symboles du parc en lui-même, puisque ce parc se veut un lien entre la ville et la nature. Comme le disait Patrick Berger, un autre des concepteurs du parc, la ville pénètre le parc et il pénètre la ville. Les grandes serres d'un côté symbolent la ville, tandis que la Seine symbole la nature. Le Grand Canal est un lien entre ces deux espaces, la nature et la ville. Donc, pour respecter l'œuvre des concepteurs, l'objectif qui a été fixé au maître d'œuvre, au GI, c'est de conserver cette symbolique, ce lien. Donc, pardon. Donc là, je vous présente une photo du Grand Canal tel qu'il a été dans son pire état, alors que la bâche était encore aux yeux de tous, des plantes poussaient à l'intérieur, etc. Les équipes du parc ont retiré cette bâche, retiré la tuyauterie et planté ce qu'on appelle de l'engrais vert pour lui donner un aspect un petit peu moins misérable. Donc on n'est déjà plus dans cet état-là. Et dans les années qui vont venir, enfin même dans les mois qui vont venir, on aura quelque chose de beaucoup plus agréable. Le 12 mai 2021, une présentation a été faite à Christophe Najdowski, donc l'adjoint au maire en charge des espaces verts, et Philippe Goujon, donc le maire du 15e, pour lui présenter les 3 solutions qui ont été dans un premier temps pensées. Une solution de restitution du Grand Canal à l'identique, avec des jets d'eau tels que vous le voyez sur l'image de gauche. Une solution un petit peu végétale, mais qui laissait une part très importante à l'eau. Et une solution entièrement végétalisée. D'un commun accord, les 2 élus se sont prononcés pour une solution mixte entre ces 3 propositions d'aménagement, avec donc des parties qui resteraient en eau complète, libre, avec des effets d'eau, une partie qui serait beaucoup plus végétalisée et un lien entre les deux le plus harmonieux possible. Donc le projet s'inscrit dans le parc André Citroën et son histoire. Alors attendez, je vais repartir des animations. Donc, comme je vous le disais, c'est une transition entre la ville et la nature. Donc, je vous ai représenté les grandes serres encerclées par le cercle rouge. Et le Grand Canal est donc une communication un lien de ces grandes serres vers la Seine qui se trouve au bout de la flèche rouge que vous voyez représentée ici. Donc je vous ai également représenté l'axe
dominant qui traverse tout le parc, ce qui s'appelle la Grande Diagonale. Dans l'aménagement qui sera proposé, il y aura une passerelle qui sera exactement parallèle à cette Grande Diagonale pour conserver cet axe structurant. Enfin, dans la zone transitoire, vous allez voir après un petit peu plus en détail dans le projet, les bosquets d'eau répondront aux bosquets de la Grande Pelouse que vous voyez sur la partie gauche du parc. La Grande Pelouse, donc le grand vide central, présente en réponse au jardin sériel 6 bosquets. Donc les bosquets d'eau du Grand Canal répondront à ces bosquets végétaux qui se trouvent sur la Grande Pelouse. Et enfin, on conservera l'esprit du Grand Canal avec la mise en place de jeux d'eau qui se trouveront dans l'espace le plus proche des cascades, donc les cascades qui se trouvent au plus proche de la Seine. Donc voilà, en haut, vous voyez le plan de l'aménagement du Grand Canal dans sa totalité, avec donc la première zone qui est une zone très végétalisée. Schématiquement, c'est une succession de 3 mares qui sont reliées par des rues. Une passerelle viendra enjamber cet espace pour permettre aux visiteurs du parc de s'approcher au plus près de la biodiversité et de profiter au mieux de ces espaces nouvellement créés. Donc les mares seront reliées par des cours d'eau qui permettront à la fois d'apporter un mouvement d'eau et de donner le bruit de l'eau sur cette zone, un bruit de l'eau relativement doux qui sera agréable lors des promenades. La passerelle sera en caillebotis pour se faire le plus discrète possible lorsqu'on admire le Grand Canal, notamment depuis le ballon qui se trouve au milieu de la Grande Pelouse. Il y avait eu une hypothèse de la faire en bois, mais là encore, les élus, quand on les avait consultés, ont préféré la solution en caillebotis. La deuxième zone sera une zone encore très végétalisée, mais un petit peu moins, avec une mare beaucoup plus conséquente, mais qui reprendra un petit peu le même esprit que la première zone. Ce sera la première zone de transition vers la partie en eau libre totale. La troisième zone, pardon, là on est encore sur la deuxième zone. La troisième zone, elle, sera constituée de radeaux flottants qui seront là encore végétalisés. Ce sont des installations qui sont très profitables à la biodiversité puisque les animaux et les végétaux se trouvent à la fois sur la surface et sous l'eau. Les racines des végétaux qui pendent dans l'eau permettent notamment aux petits organismes de se développer et de se cacher des plus gros prédateurs. Voilà, vous avez quelques visuels ici qui vous montrent ce que sera le Grand Canal, en tout cas comment il sera aménagé. Et enfin, la dernière zone, qui se veut un rappel de l'histoire du Grand Canal, sera une fontaine plus classique, avec des jets d'eau qui rappelleront les jets d'eau tels qu'ils étaient auparavant, avec une forme assez cylindrique montante. Le planning, je pense que ça vous intéresse également. Alors attendez, je vais sortir juste, parce que je n'avais pas la place de tout mettre pour que ce soit lisible, donc je vais vous sortir. Ce sont des semaines. Alors la partie en jaune, non, au total, le projet dans son ensemble durera 10 mois, dont 8 mois de travaux. La petite zone en jaune, c'est le temps consacré à la préparation du chantier. Donc à partir du moment où le marché sera notifié, il y aura un délai de 2 mois pour que l'entreprise produise des études d'exécution précises de ce qui va être réalisé, notamment des études techniques sur la passerelle, des études sur le nivellement, sur les effets d'eau, etc. Donc tout ça, ce sera un délai de 2 mois. Ensuite, en gris, vous avez la période d'installation de chantier qui durera environ 4 semaines.
Puis on attaquera le génie civil qui nous emmènera jusqu'au 5e mois. Ensuite, on s'attaquera à l'étanchéité des ouvrages pendant environ 1 mois. On réalisera ensuite les travaux de fontainerie, puis les plantations. Et enfin, on fera des essais d'eau pour être certain qu'il n'y ait pas de fuite et qu'on ne reproduise pas les erreurs du passé pour finir les travaux, donc au bout de 10 mois après la notification du marché. Alors, le marché est en cours de lancement. Il va être lancé théoriquement la semaine prochaine. Les entreprises auront alors 2 mois pour répondre, pour proposer leur offre. Et la procédure fera que le marché sera ce qu'on appelle notifié, c'est-à-dire l'attributaire sera connu et aura officiellement son ordre de service en juillet 2023. Donc les études seront menées durant le mois de juillet et le mois d'août 2023 pour un démarrage des travaux en septembre 2023 pour une durée donc de 8 mois. Normalement, pour les Jeux Olympiques, le Grand Canal devrait être en eau et fonctionnel. Alors, il sera interdit à la baignade. Voilà, j'en ai fini de ma présentation, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Berroir. C'est vraiment très important de venir présenter ces évolutions. Parce que c'est un chantier qui est extrêmement attendu. On a beaucoup travaillé avec vous, on le sait. Il y a eu des erreurs, en tout cas, on peut considérer à la conception sur le projet initial qui font qu'on a eu un projet qui s'est quand même dégradé de manière extrêmement rapide et qui a mené à ce grand canal tel qu'il est connu aujourd'hui, malheureusement, qui n'est pas un site attrayant, qui est un site où justement on se demande pour beaucoup pourquoi le garder aussi longtemps dans un si mauvais état. Je pense qu'une des questions qui aussi interroge le plus les habitants, c'est quels moyens seront accordés pour l'entretien. Parce qu'en effet, on a opté pour une solution dans les discussions qui soit une solution mixte, avec une part de végétalisation qui donne aussi un renouveau à ce grand canal qui ne sera pas uniquement le grand canal très minéral qu'il était au départ, parce qu'aujourd'hui il y a aussi une grande demande de végétalisation, et parce que l'aspect végétalisation avait en tout cas nécessitait moins d'entretien pour partie. Toutefois, il reste une partie de jet d'eau et ça nécessitera d'être entretenu de manière conséquente pour qu'il puisse rester en état et ne pas subir les mêmes dégradations qui ont été celles du parc à l'origine. Donc peut-être que si vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà des éléments, c'est peut-être un peu tôt, mais si vous avez des points là-dessus, ça sera intéressant pour tout le monde. Mais bien sûr, je laisse la parole s'il y a des questions particulières. Peut-être Monsieur Dienne, non? Je vous tends la parole. D'abord, merci pour ces bonnes nouvelles, parce que ça fait quand même effectivement 20 ans. Et puis bon, moi personnellement, ça fait 6 ans que je m'y intéresse et que je pousse comme je peux. Hein. On en a parlé souvent ensemble, donc moi je suis très content de voir ce planning. Non, la seule question, c'est quelle confiance on peut avoir dans le planning qui est annoncé, vu que on sait très bien que les travaux, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on imagine. Donc, est-ce qu'il y a du mou qui a été déjà prévu là-dedans? Est-ce qu'il y a des craintes? En ce moment, on sait que les entreprises ont du mal un peu partout. Bon, c'est la seule petite interrogation que j'ai, mais sinon, je suis très content de voir qu'enfin, on a l'air d'y arriver. Alors, je vais répondre aux questions dans l'ordre. Déjà, sur les questions d'entretien, elles ont été prises en compte dès le lancement du marché. Déjà, on a essayé de simplifier au maximum l'installation parce qu'on s'aperçoit que plus une installation est simple, plus elle a de chances de fonctionner. Le végétal, c'est notre cœur de métier au sein de ma direction, donc je ne suis pas très inquiet là-dessus. C'est d'ailleurs les équipes de jardiniers qui vont assurer les plantations et qui donc seront très impliquées dans le suivi du projet, dans sa conception, etc.
On a souvent des très bons retours sur les jardiniers du parc Citroën, donc sur ce plan. Hein. Je leur transmettrai tout ça. Ils sont effectivement vraiment une excellente équipe sur le parc. Et n'hésitez pas quand vous les croisez à les féliciter, ça leur fait toujours plaisir. Donc sur le végétal, pas d'inquiétude. Après, sur ce qui a causé la perte du Grand Canal, finalement, c'est l'étanchéité. Le plus gros problème qui a été rencontré au fil du temps, c'est que la bâche qui servait d'étanchéité n'a pas été protégée à la fois des rayons du soleil, parce que c'est du matériau plastique donc qui est très sensible au rayonnement ultraviolet. Donc elle s'est mise à craqueler, et plus elle craquelait, plus les réparations devenaient fréquentes et conséquentes. Et également, malheureusement, il y a une certaine malveillance du public qui a pu aussi l'abîmer avec des jets de matériaux contendants. Donc tout ça, normalement, ne devrait pas arriver, puisqu'il y aura une protection par du béton de la bâche qui va être mise en place. Voilà, de ce point de vue-là. Après, les jets d'eau sont également plus simples qu'ils n'étaient à l'époque. Il y avait un système, les années 90 sont une époque où les projets de ce type devaient être le plus performant possible, le plus en avance sur la technologie possible. Et du coup, il y a des automatismes assez complexes qui ont été mis en œuvre sur le parc André Citroën, mais sur tout un tas d'installations de cette époque et du début des années 2000 également. Là, on met du matériel beaucoup plus simple en fonctionnement, qui sera prêt à accepter une eau plus chargée qu'elle ne l'était à l'époque. Donc, il n'y aura pas des usines à gaz pour la filtration, pour le traitement de l'eau, etc. L'objectif, encore une fois, c'est que ce soit le plus simple possible, donc le plus durable. Après, donc, pour répondre à la question de Bernard sur les délais du chantier. Dans les pièces du marché, il a été demandé à l'entreprise de travailler sur le raccourcissement potentiel des délais de chantier. Donc elle s'engagera, de par son mémoire technique, donc de par l'offre qu'elle présentera, à respecter les délais qu'elle aura présentés dans son mémoire technique. Sinon, elle encourra des pénalités. Donc voilà. Ce sera le moyen de pression qu'on aura sur l'entreprise. Après, si on met les moyens humains derrière les travaux, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir tenir ce délai. Après, comme tu l'as dit, les travaux sont toujours soumis à des aléas et on n'est pas non plus à l'abri de rencontrer des problèmes. D'ailleurs, on n'est pas non plus, le lancement d'un marché de travaux, on n'est pas à l'abri d'avoir des négociations à réaliser, des choses qui viennent perturber ce planning idéal. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet, même dans la salle, hein, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole. Poser des questions, quelle que soit la nature, que ce soit sur le fonctionnement, le projet, des retours sur les... Je veux bien que vous remettiez la slide. Ouais, celle-là, elle est intéressante parce qu'on voit bien sur le haut. C'est peut-être dommage parce que on voit la transition en fait en haut sur toute la longueur. En fait, cet effet qui est voulu d'aller d'une zone très végétale vers de plus en plus d'eau au fur et à mesure qu'on s'approche de la Seine. Donc il y a cette progression qui est intéressante à regarder. C'est vrai qu'elle apparaît en petit sur la slide, mais c'est peut-être ça qui donne la meilleure idée de l'effet global qui est recherché à travers ce projet. Je sais qu'il y avait des questions qui avaient été posées lorsqu'on avait fait la marche exploratoire sur la question aussi du risque de stagnation d'eau, avec ce que ça pouvait comporter comme risque avec les moustiques, sachant qu'on est à côté d'un hôpital, etc. Peut-être que vous voulez en dire aussi 2-3 petites choses pour pouvoir éclaircir toutes les questions qui ne seraient peut-être pas venues à l'esprit des personnes qui sont là aujourd'hui. Alors effectivement, la question des eaux stagnantes c'est pas mal posée lors de la conception de ce projet. C'est pour ça que sur la première zone, qui est la zone la plus à risque, et d'ailleurs sur la deuxième également, des mouvements d'eau vont être réalisés par les petits rues, et il y aura une circulation permanente de l'eau avec une aspiration et un renvoi
permanent de l'eau, qui ne se verra pas, c'est pas des effets d'eau avec des jets, mais l'eau est en permanence brassée et renouvelée, ce qui nuit au développement des moustiques qui aiment mieux les eaux stagnantes. Alors après, forcément, on végétalise un espace, donc on a envie de ramener de la biodiversité, de créer un écosystème, donc il y aura forcément plus d'insectes qu'il n'y en avait auparavant aux abords immédiats du parc, mais l'objectif d'un tel milieu, c'est qu'il s'équilibre et que donc du coup les prédateurs des insectes désagréables régulent les populations. Et l'image me fait penser aussi, alors là on a des très belles images de la partie végétalisée, les perspectives pour la végétalisation sur les différentes saisons, peut-être en hiver, est-ce que c'est des plantes que vous allez sélectionner pour qu'elles soient pérennes et qu'on ait une partie végétalisée qui soit aussi, on va dire, attrayante à l'œil à toutes les saisons, ou est-ce qu'il y aurait des variations? Comment vous l'envisagez? Alors, l'objectif, c'est de reconstituer un écosystème le plus local possible, donc d'utiliser de la végétation d'Île-de-France. C'est sûr qu'elle sera beaucoup plus belle au printemps et en été, voire en automne, qu'en hiver, où on a l'impression que la végétation dépérit, ce qui n'est pas le cas, et de toute façon elle sera un petit peu entretenue partout, mais finalement c'est un peu le cas dans toutes les parties du jardin. Alors là encore, ce sont les jardiniers qui sont en train de concevoir le projet. Leur objectif, c'est que le parc reste le plus beau et le plus accueillant possible tout au long de l'année, donc je fais confiance à leurs compétences horticoles pour nous proposer dans les plantes indigènes des végétaux qui restent attrayants même en hiver. Si vous voulez un exemple de bassin végétalisé qui a été réalisé, qui sera un petit peu du même acabit, vous pouvez vous rendre au parc Brassens, où on a fait un projet qui est différent, mais qui se rapproche de par la volonté de créer un écosystème local. Et effectivement, les plantes étaient magnifiques pendant le printemps et l'été, alors que c'était leur première année de pousse. En hiver, elles sont un peu plus jaunes et un peu moins jolies, mais elles repartent formidablement bien au printemps suivant. Sur la partie enseignement du bassin, à Brassens. Sur la partie bassin, oui. Sur la partie bassin. Comme ça, si les gens veulent aller. Moi, j'avais une question, c'était sur l'entretien, justement, sur les parties végétales qui sont au milieu du canal, et les jardiniers, ils vont faire comment pour y accéder? Alors, ce sont des zones qui sont relativement peu profondes. De mémoire, l'endroit le plus profond sera 1,20 m. Donc, il y a des équipements qui permettent de se rendre à pied dans les zones avec des bottes étanches qui montent, qu'on appelle des waders. Enfin, des waders, ça doit être la marque, mais qui montent assez haut et qui évitent aux agents de se mouiller. Sans abîmer la bâche? La bâche sera protégée en tout point par du béton. Donc non, il n'y aura normalement aucun risque de pardon ? Bas carbone, le béton. En tout cas, béton protégé, mais si la bâche elle a un problème, il va falloir casser le béton. Oui, mais ce sont des équipements, s'ils sont correctement installés et correctement protégés, qui peuvent durer, qui sont vendus pour durer plus d'une 50aine d'années. Donc il n'y a pas de, voilà, on est normalement tranquille pour un certain temps derrière. Et si jamais on s'aperçoit qu'il y a des fuites, il y aura peut-être des zones réduite à refaire, mais on sait techniquement c'est tout à fait possible de le faire en cassant le béton et en refaisant l'étanchéité sur la zone concernée. Est-ce que vous pouvez prendre un micro, comme ça on vous entendra même dans l'enregistrement? C'est pas grave. Donc, je connaissais Patrick Berger, qui était un théoricien très rigoureux. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour changer son schéma initial? Alors c'est une des causes. Alors le concepteur de cet espace est Alain Provost, qui est un paysagiste et qui est opposé à ce projet. Voilà.
C'est pour ça que ça a pas mal ralenti. On a pris, on peut dire, environ 6 à 10 mois de retard avec les échanges avec les concepteurs de cet espace. Et c'est vrai qu'il y avait une vision initiale, mais à un moment, il faut aussi être capable de s'adapter et d'évoluer pour pouvoir prendre en compte les contraintes qu'on a. Donc, même si l'idée était sans doute très belle sur le papier d'avoir un jardin à la Versaillaise. Oui, non, mais on en a bien conscience, Malheureusement, entre laisser un jardin qui soit en mauvais état, nous, on a souhaité de pouvoir avancer, même si ça a été difficile de dépasser ces contraintes-là. On en est très content. Monsieur le maire Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement, s'est énormément impliqué sur le sujet depuis des années maintenant. Donc on est vraiment heureux de le voir progresser. On espère que les travaux puissent déboucher dans les temps. Si tout se passe bien, ce serait idéal, parce que si en plus on loupe la période des Jeux Olympiques, alors que là on pourrait l'avoir dans le meilleur des états à la période où nous aurons le plus de visiteurs sur cette partie-là du 15e, avec toutes les activités qui sont prévues, les épreuves qui seront accueillies. Ça serait vraiment dommage de louper cette échéance. Donc, j'espère que les entreprises seront au niveau. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame, est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler ou pas? Simplement, c'était juste une question de curiosité. Sur toute cette superficie d'eau, est-ce qu'on peut imaginer une petite parcelle qui serait réservée, par exemple, aux enfants qui pousseraient les voiliers? Vous voyez un peu ce qu'il y a au Luxembourg. Parce que là, je vois que sur la photo, vous avez des enfants. Donc, c'est bien les jardins vitrines, les parcs vitrines, c'est superbe. Mais quand vous vous baladez avec des enfants, il faut de temps en temps les occuper. Et ça peut être quelque chose de très convivial et intergénérationnel. Donc, est-ce qu'il y a un petit espace qui pourrait être... on peut imaginer, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable, ça serve aussi aux enfants du quartier, en fait? C'était juste une question. Alors, l'objectif de la passerelle, justement, ça s'adresse à tous les usagers, mais notamment aux enfants, pour leur faire découvrir et comprendre, apprendre ce qu'est la biodiversité francilienne. Donc l'objectif, ce sera d'avoir un certain nombre de panneaux informatifs, plus effectivement pour un rôle éducatif que pour un rôle de détente. Il n'est pas prévu de mettre des voiliers, d'avoir une concession avec des voiliers qui seraient en location et qui pourraient voguer sur une partie de l'espace. C'est peut-être quelque chose qui peut se réfléchir, mais qui est assez complexe à mettre en place. La zone qui serait la plus adaptée, ce serait celle avec les jets, mais ça veut dire qu'il faut un concessionnaire et quelqu'un habilité à aller récupérer les voiliers, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir tous les enfants qui courent après leur voilier, pour des raisons de sécurité, qui courent après leur voilier au milieu de l'eau. Comme je le disais sur le ton de la plaisanterie au démarrage des questions, l'espace sera interdit à la baignade, bien sûr. Et on a aussi autour un certain nombre d'autres espaces qui se prêtent plus directement aux interactions aussi, peut-être pour les enfants. On a des espaces de jeu, on a des bassins qui sont de toute façon ne sont pas faits pour se baigner ou entretenir des jeux d'eau, parce que bien sûr c'est des difficultés en termes d'entretien, c'est des questions de responsabilité aussi en cas d'accident qui doivent être prises en compte malheureusement. Après l'été dernier, on avait pu installer ponctuellement, mais de manière pas très adaptée, simplement pour pallier aux problématiques des grosses chaleurs qui avaient été rencontrées. La mairie du 15e avait pu installer un petit brumisateur, et peut-être que des options plus pérennes et plus esthétiques aussi pourraient être explorées dans le parc Citroën, parce qu'il y a des vrais besoins. Donc c'est peut-être plus vers ce type d'options qui se prêterait aussi dans un cadre adapté en tout cas à l'interaction pour les enfants, parce que c'est vrai que sinon sur des espaces comme ça, le risque pour l'entretien et pour les questions de responsabilité me paraît assez trop important pour qu'on puisse
s'engager, en tout cas à ce stade. Mais en tout cas, c'est bien noté pour le point sur l'interaction. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Ah, monsieur. Ah, voilà. Le bassin met en valeur toutes les structures brutalistes à côté du bassin, mais est-ce qu'il est prévu de les rafraîchir un petit peu? Parce qu'il y a quand même quelques dalles qui sont endommagées. Et c'est vrai que là, du coup, on va plus les regarder, donc on va plus voir les dégâts. Vous parlez des dalles juste autour du bassin ou celles qui sont par exemple sur en dessous quand on est au bord de la... Sur les structures sur la droite. Ah oui, là, sur les structures, sur les grands piliers. Ouais, sur les grands piliers. Est-ce que vous avez des éléments sur ces... Alors, il est pour l'instant pas prévu de les réparer. Ce ne sera pas le cas avec les travaux de réaménagement du Grand Canal. Au contraire, des margelles sur la partie gauche qui seront reprises et rénovées. Ces grandes structures, ça aurait fait un coût trop important, un coût supplémentaire trop important pour ce temps-là. Après, il y a d'importants travaux qui sont menés depuis maintenant un certain nombre d'années sur tout le parc pour rénover justement les installations techniques et les dalles au sol et en surface. Après, bien sûr, ça ne va pas suffisamment vite. Toutes ces installations techniques se dégradent plus rapidement qu'on ne les répare actuellement. Merci. Si on a fait le tour des questions, je vous propose... Alors, malheureusement, on avait un autre point à l'ordre du jour qui était la végétalisation de la rue de Lourmel. Malheureusement, la personne qui devait venir la présenter n'a pas pu se libérer dans les temps. Donc, nous sommes contraints de repousser cette présentation. Je pense qu'il sera important... de mon point de vue, en tout cas, il me semble, après le conseil de quartier en décidera, mais il me paraît important qu'on trouve un moment pour pouvoir faire cette présentation, puisqu'il y a quand même ce gros projet de végétalisation avec des plantations d'arbres tout le long de la rue de Lourmel, donc qui traverse largement le quartier, mais aussi les quartiers qui sont juste au-dessus de Citroën-Boussicot. Donc, on va avoir des changements qui sont prévus avec des impacts potentiels sur le stationnement, sur peut-être sur certains bouts de la rue, sur le sens de circulation, pour pouvoir s'adapter au mieux et pouvoir avoir un espace qui soit végétalisé, qui soit plus accueillant, qui soit plus frais, mais qui soit aussi pratique. Donc c'est pas mal de changements qui vont attendre cette rue-là. On n'est malheureusement pas en mesure de le présenter ce soir, mais il faudra le faire un jour ou l'autre, et ça sera très intéressant d'avoir votre... Oui, alors parce que le 23, nous avons l'autre... oui, mais alors, c'est le problème de la rue de Lourmel, c'est qu'elle est très longue, et l'autre, c'est l'autre bout de la rue de Lourmel qui sera présenté. Parce que... alors, on pourrait présenter toute la rue, mais c'est très long. C'est très long en longueur de rue et du coup c'est très long en temps parce que vous avez plein de points qui sont très spécifiques. Si on prend simplement Citroën-Boussicot, vous avez déjà l'espace par exemple qui est à côté de l'école Sainte-Élisabeth qui va subir certains changements. Vous avez des endroits où la rue est plus étroite, où la rue est plus large. Donc vous avez vraiment des spécificités pour chacun des quartiers qui font que je pense que traiter toute la rue sur un même conseil de quartier, ça risque d'être un peu long. Mais toutefois, vu que vous m'en parlez, je vais le proposer quand même à mon collègue, sait-on jamais, si jamais le temps s'y prête et si la personne est disponible, pour qu'on puisse avoir... Pour le coup, elle a répondu qu'elle serait présente le 23 mars. D'accord. Bon, dans ce cas-là, il faudra voir avec elle si c'est jouable en termes de durée, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui peuvent être très particuliers, et je pourrais comprendre que leur conseil de quartier ait aussi envie de rentrer peut-être dans les détails sur certains aspects qui les préoccupent. Mais ça peut déjà être une façon de voir un peu un teasing, un petit amuse-bouche pour savoir qu'est-ce que ça pourrait être sur Citroën-Boussicot. En tout cas, je vais poser la question, parce que s'il y a le temps, ça vaudrait le coup, et puis dans ce cas-là, on pourrait proposer aux membres du conseil de quartier, et même aux conseillers de quartier, au public en tout cas, de venir voir ce qui se passe sur cet autre conseil de quartier. Oui, votre question, madame ?
sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des traversées piétonnes qui sont très dangereuses. Par exemple, je parle au niveau de la rue de Lourmel et de la rue Le Blanc. Donc, est-ce que ça peut être envisagé? Vous avez des trottoirs qui sont étroits. Vous avez, où il y a des potelets peut-être, mais il y a quand même 55 cm entre le potelet et le bord du trottoir, ce qui est énorme. Un piéton peut s'y mettre, et surtout un enfant. Et c'est très dangereux parce qu'il peut descendre sur la chaussée et à ce moment-là, il se fait alpaguer par les voitures. Donc la végétalisation, c'est très bien, mais la sécurité, c'est encore mieux. Donc est-ce que ça peut être pris en compte aussi? Il y a des carrefours qui sont dangereux. Donc voilà, on est très content pour la végétalisation, bien sûr, hein, mais la sécurité de nos enfants, c'est aussi important, quoi. Et vous avez Merci. tout à fait raison de le pointer, notamment parce que sur les carrefours se pose toujours la question de la façon de végétaliser ou en tout cas de structurer un carrefour pour s'assurer qu'on maintient de la visibilité, qu'on ait des passages piétons où on puisse voir la circulation arriver pour ne pas risquer de se mettre en danger. Et donc c'est vrai que les efforts de végétalisation doivent aussi prendre en compte ces problématiques-là, parce que si on met un arbre qui vient finalement boucher la perspective et empêcher les voitures de voir les piétons ou les piétons de voir les voitures dans les deux sens, ça peut poser problème. Donc c'est des points, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il sera nécessaire d'en parler plus en détail, parce que, comme vous le pointez, il peut y avoir des sujets qui sont très très locaux et qui nécessitent vraiment d'avoir le regard assez précis de votre part et des échanges concrets avec vous pour pouvoir éviter des erreurs de cette nature-là. Mais c'est un très bon point. Oui. Oui, et vous parlez de la visibilité, surtout au passage piéton, c'est terriblement important. Et je crois qu'en ce moment, sur tout Paris d'ailleurs, ce que l'on fait en amont, on met soit des accroches vélo ou moto. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est une très très bonne idée, parce que c'est très bien pour les enfants qui ne sont pas vus forcément des voitures et qui ne les voient pas. Et c'est la même chose pour les PMR, pour les personnes en fauteuil roulant. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être généralisé à tout prix, que ce soit des oreilles ou simplement des accroches. Ou ça peut être les deux, hein, c'est encore mieux. Hein. Mais que ça peut être pris aussi en compte et ne pas nous sortir le 23 mars uniquement la végétalisation, parce que bon, voilà quoi. C'est pour ça qu'il y a des échanges avec le public, mais vous avez raison, vous pointez un sujet qui est voilà, juste et une méthode que nous mettons en place autant que possible sur les carrefours pour les sécuriser. C'est parfait. Donc sur ce point, malheureusement la discussion est partie remise, mais nous avons encore un point à l'ordre du jour pour lequel mon collègue Louis Latine a pu se rendre disponible. C'est la présentation donc, des activités qui sont liées à la jeunesse et qui touchent le quartier. Et le contrat jeunesse notamment, je pense que tu vas nous en dire un mot. Bien, bonsoir à tous. Alors, je me souviens qu'au dernier conseil de quartier, justement, on avait pu évoquer rapidement, succinctement, les questions jeunesse d'ailleurs, à l'occasion d'une présentation quant aux jeunes bibliothécaires, si mes souvenirs sont bons. Et donc, je vous remercie pour cette invitation ce soir pour vous présenter un petit peu les actions qui sont menées pour la jeunesse au sein du 15e arrondissement. Et donc, ça se matérialise plus particulièrement au regard de ce qu'on appelle un contrat jeunesse d'arrondissement, qui a été signé au début du mois de février, en présence d'ailleurs de Monsieur Beignet, si je puis le citer. J'ai un PowerPoint d'ailleurs, c'est vrai, si vous le voulez. Mais il est également axé d'ailleurs sur le Conseil de la jeunesse, qui n'est pas forcément le sujet premier, mais je l'ai enfin, je vais vous faire le contrat jeunesse, ce sera aussi simple, il est ici. Étant donné que je suis, pour rien vous cacher, je reconnais d'ailleurs certains visages dans la salle, j'ai fait quelques présentations ces derniers jours justement de ce contrat jeunesse et du Conseil de la jeunesse du 15e. En réalité, pour simplement faire une petite parenthèse sur le Conseil de la jeunesse, que j'avais d'ailleurs évoqué lors de la précédente réunion de ce Conseil de quartier, nous avons au sein du 15e arrondissement des représentants, à l'image des conseils de quartier, d'une certaine manière, mais des représentants de collèges et lycées de l'arrondissement, qui s'occupent finalement d'être les porte-voix, les porte-paroles de la jeunesse dans le 15e. Et à cette occasion, justement, la création de cette structure, ou plutôt la relance de cette structure qui existait en 2002, s'est matérialisée au travers du contrat jeunesse d'arrondissement passé. C'est-à-dire que celui des 5 dernières années, au regard du Covid d'ailleurs. Donc en fait, pour être plus clair, le contrat jeunesse d'arrondissement, c'est, comme son nom l'indique, un contrat entre la mairie de Paris et la mairie d'arrondissement du 15e. Parce que chacun le sait ici, il s'agit de deux majorités différentes, avec
au milieu des deux, entre guillemets, une direction jeunesse et sport, donc des fonctionnaires de la mairie de Paris, qui sont en charge d'appliquer la politique jeunesse. L'idée ici, c'est d'appliquer la politique jeunesse de la maire de Paris et du maire du 15e arrondissement. Et donc, au travers de ce contrat, on peut planifier les objectifs et les actions qui seront menées pour la jeunesse au travers des prochaines années à venir, donc jusqu'en 2027 précisément. Et à compter 2027, je l'espère, il y aurait un nouveau contrat de jeunesse d'arrondissement pour les années suivantes. L'idée ici, c'est qu'on part en fait finalement d'une cartographie précise de l'arrondissement, où finalement, au regard des données que l'on peut publiques qui sont disponibles, nous avons les services municipaux qui vont finalement faire cette cartographie et cibler quels sont les types de jeunesse dans l'arrondissement, quels sont les types d'infrastructures existantes dans l'arrondissement et quels sont les besoins qui se matérialisent. Et au regard de cette analyse, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de la mairie, donc vous avez ce contrat jeunesse qui est absolument disponible, et donc pouvoir avoir une image assez précise de la jeunesse et des jeunesses, entre guillemets, dans le 15e arrondissement, il va y avoir un certain nombre d'axes et d'objectifs qui vont être fixés et convenus entre la mairie d'arrondissement et la mairie de Paris, mais en collaboration avec les acteurs associatifs également de l'arrondissement et de la ville de Paris. C'est-à-dire que pour rédiger ce contrat jeunesse, on a par exemple eu l'occasion l'année dernière d'organiser ce qu'on appelle les états généraux de la jeunesse, en lien avec les partenaires associatifs et les infrastructures de l'arrondissement et de la ville de Paris, pour justement cibler quels étaient les éléments précis et importants pour pouvoir offrir à notre jeunesse, sur du court et moyen et long terme d'ailleurs, des réponses quant à leurs besoins. Donc voici l'origine de ce contrat jeunesse. Donc comme je vous l'ai dit, finalement il y a la slide objectif, donc j'ai été un peu plus en amont de la présentation. Nous avons donc cet objectif. Effectuer un état des lieux de la situation. S'il y a un accord commun pour les 5 prochaines années sur les actions entre la mairie de Paris et la mairie d'arrondissement, fixer une ligne d'action claire qui sera finalement en fait connue de toutes et de tous. D'où l'objectif d'ailleurs de cette présentation ce soir, c'est que vous, en tant que conseiller de quartier, vous, en tant qu'habitant, vous puissiez être en mesure de savoir justement quels sont les objectifs, les axes qui sont fixés, et justement pouvoir laisser la liberté à tout à chacun de venir contribuer justement à la réussite de ces actions qui ont pu être définies. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est ce point, permettre à tous les acteurs de l'arrondissement de participer à la politique jeunesse du 15e. Donc, dans ces axes, ça fait du pavé, donc je vais vous les résumer, je ne vais pas trop vous embêter à vrai dire. On a ce qu'on appelle l'axe fédérer les dynamiques associatives pour améliorer l'offre en valeur des jeunes. Très jolie phrase, mais plus succinctement, en fait, notre posture et notre idée, c'est que, chacun le sait ici, c'est grâce aux dynamiques associatives, grâce à l'action des associations, que finalement nous pouvons faire bouger l'arrondissement et que nous pouvons obtenir des résultats. Car c'est justement l'agglomération, ou l'agglomérat, entre guillemets, des volontés, des actions de chaque partenaire qui fait finalement la réussite et qui fait aussi la possibilité de cibler chaque problème que l'on peut rencontrer et que chaque personne, chaque jeune dans le 15e peut rencontrer. Et donc notre volonté ici, c'est de renforcer le rôle des associations dans le 15e, les inviter justement à collaborer les unes avec les autres de manière plus optimale. C'est-à-dire que, comme chacun le sait, on est d'ailleurs à l'occasion de chaque réunion du conseil de quartier que vous pouvez assister, on arrive toujours à ce moment clé, à ce sujet clé qui est l'obtention de subventions et finalement l'obtention de moyens pour pouvoir agir. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment le cœur de tous les soucis d'ailleurs, mais aussi de toutes les résolutions de problèmes. Et donc notre idée à côté de cela, c'est que chaque partenaire associatif, chaque partenaire du 15e et la mairie, et justement les administrations, puissent davantage discuter entre elles, agir ensemble, pour finalement, alors là c'est un souhait vraiment long terme idéal, réaliser une forme d'économie d'échelle, si je puis le dire, où chacun puisse mutualiser les ressources, les recettes, mais c'est justement pour pouvoir aussi avoir un grand nombre d'actions mieux coordonnées, avec, on l'a remarqué, un grand nombre d'associations et d'acteurs qui sont très spécialisés dans leur zone, qui ont leur domaine d'attribution et également leur collaboration au sein des différents secteurs du 15e. Et donc au travers de cette démarche-là, c'est de faire parler tous les interlocuteurs, d'où qu'ils soient, afin d'agir concrètement pour la jeunesse dans l'ensemble du 15e. Donc c'est-à-dire que les personnes qui seront basées dans le sud du 15e puissent parler et créer des événements avec des associations qui sont basées dans le sud de l'arrondissement, dans le nord de l'arrondissement, pardon. D'autant plus que au sein de ce contrat, on peut d'ailleurs très vite voir que dans la répartition des infrastructures à destination des jeunes dans notre arrondissement, le sud est bien entendu
bien dotés, enfin c'est d'ailleurs les seules infrastructures qui existent, avec un nord qui n'a absolument aucune infrastructure à destination des jeunes. Et donc on a vraiment cette dynamique à recréer, qui soit que, quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu d'études aussi, il puisse y avoir des actions qui soient menées pour répondre aux problématiques et aux enjeux d'avenir des jeunes de l'arrondissement. Donc comme au travers de ce vaste résumé, l'idée ici c'est de renforcer la volonté de créer des associations. Donc on y retrouve le tutorat, parce que justement aussi créer une association c'est complexe, c'est-à-dire qu'il y a les obligations légales d'une part, mais il y a aussi dès lors que l'on veut obtenir une subvention, comme j'ai pu l'évoquer, c'est toute une autre démarche. Il faut savoir passer au travers de nombreuses étapes, il faut connaître les bons interlocuteurs, il faut justement compléter des dossiers qui sont souvent extrêmement chronophages. Et donc l'idée, c'est aussi d'apporter un accompagnement le plus construit possible dans le domaine, et qu'une nouvelle association qui arrive avec des projets ou avec un projet puisse justement éviter les écueils que l'on peut connaître dès lors qu'on a un petit peu d'expérience. Et enfin, donc, le groupe d'échange, comme je voulais pu le dire, qui allait en ce sens. Dans l'axe 2, on a justement accroître l'engagement et l'implication de toutes les jeunesses. Donc là, c'est aussi appeler les jeunes à participer eux-mêmes dans l'organisation des actions jeunesse de l'arrondissement. C'est-à-dire qu'ils puissent justement se saisir des sujets qui les regardent et qui, à leurs yeux, sont particulièrement importants. On va avoir les Jeux Olympiques qui vont arriver très prochainement, où justement il y a de grosses attentes qui sont formulées à la fois par la mairie de Paris comme la mairie d'arrondissement, et comme je l'ai pu l'évoquer, la direction jeunesse et sport de Paris, qui a cet objectif de devoir organiser un grand nombre d'activités à destination de la population, à destination des jeunes. Et l'ambition ici est aussi que justement ces derniers puissent se saisir de ce projet-là pour animer nos quartiers et notre arrondissement en ce sens. Donc c'est justement essayer de les pousser à renforcer leur implication, d'autant plus que ce que l'on a pu remarquer et qui a un effet bénéfique, c'est que des jeunes qui s'engagent dans la vie associative ont derrière une volonté de s'engager d'une part dans la vie démocratique et peuvent éventuellement vouloir rejoindre justement vos conseils de quartier, ce qui je pense, est bénéfique. Mais également, on l'a remarqué, pour certains, leur donne certaines ambitions d'une certaine manière pour développer des projets d'entreprise ou développer des projets entre eux, et ce qui leur permet de matérialiser finalement le fait qu'il est possible de réussir dans la vie et de créer des projets qui justement puissent aboutir, qui ne sont pas forcément associatifs, plus dans le domaine de l'entreprise, plus dans le domaine justement du privé. Et c'est aussi ça l'ambition à terme, c'est que chaque jeune puisse retrouver et se créer un avenir, quel qu'il soit, en se rendant compte que créer quelque chose est faisable, est possible, et qu'il existe toujours à chaque moment, quelle que soit l'ambition, différents éléments qui sont créés en ce sens. Voilà pour le résumé. Et axe 3, on arrive sur la répondre aux besoins des jeunes en eux-mêmes, en adoptant du coup l'offre qui leur est offerte. Donc là, pour le coup, il y a 2 slides. Donc là, on est un petit peu éloigné du secteur Tour Eiffel, si je puis l'appeler ainsi. Mais peut-être que pour ceux il y a de grandes chances dans le 15e que vos enfants, petits-enfants ou proches aient été confrontés au besoin de se rendre au CIDJ, qui était basé au pied de la Tour Eiffel, presque, côté 15e, et qui était le centre information justement pour les jeunes, et qui leur permettait de pouvoir s'orienter, trouver un emploi, trouver une formation, trouver justement un domaine d'études qui leur corresponde. Donc on avait vraiment une chance très importante d'avoir ce lieu d'échange pour tous les jeunes, à la fois d'ailleurs de Paris, mais aussi de l'Île-de-France, qui pouvaient se retrouver dans ce lieu-là pour avoir des objectifs d'orientation et avoir des réponses à leurs questions. Avec les Jeux Olympiques qui approchent, la mairie de Paris a décidé de réorganiser l'ensemble du Champ de Mars et donc de déloger le CIDJ de son lieu actuel. Finalement, le projet a été annulé, mais le CIDJ a quand même été mis dehors, si je peux utiliser ce terme-là, ce qui fait que maintenant, il a été délocalisé contre la volonté du maire d'arrondissement du 15e et contre la région aussi Île-de-France, au centre de Paris, donc ce qu'on appelle le quartier jeune, donc dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Le résultat, c'est que finalement, maintenant, dans le 15e arrondissement, on n'a plus de structure d'accueil pour les jeunes, d'orientation. Nous, notre projet, dès le départ, suite finalement au constat qu'il était impossible de maintenir le CIDJ car tout avait été acté par la maire de Paris, on a demandé la mise en place donc, de ce qu'on appelle un PIGE, donc un point d'information jeunesse, qui est un équivalent plus petit, qui se trouve en fait finalement positionné dans une infrastructure jeunesse. Donc ce que j'appelle infrastructure jeunesse, c'est ce qu'on appelle un centre Paris Anime. Donc c'est un lieu où vous pouvez avoir des cours, où vous pouvez vous retrouver, où vous pouvez avoir tout ce genre de structure à destination des jeunes et des familles, donc ce qu'on appelle aussi dans certaines autres villes des maisons de jeunesse, etc.
Et pour la mise en place d'un PIGE, pour cela, il faut donc un lieu matérialisé, précis, qui réponde à un certain nombre de normes. Et pour le 15e arrondissement, on est donc toujours en attente de la mise en place de ce PIGE, étant donné qu'il faut un accès PMR et que pour cela, il y a différents aménagements pour lesquels nous avons encore du mal à avoir des réponses de la part de la mairie centrale, mais on espère avoir pour cela une avancée très prochaine. Donc on est aussi c'est pour cela que ça a été bien matérialisé dans ce contrat jeunesse, c'est rappeler aussi à la mairie de Paris et lui rappeler à son engagement de devoir apporter une réponse concrète sur ce qui est l'information, ce qui est sur la documentation, sur l'avenir, qui est quand même, je pense, l'élément le plus prioritaire, car certes, on a des conseillers d'orientation dans les collèges-lycées, plus particulièrement dans les lycées, mais ça reste quand même un lieu central pour justement avoir des réponses quant à une orientation, dès lors qu'on ne sait pas encore quel domaine d'études on souhaite pouvoir faire. Donc voilà justement un point très important à nos yeux dans cet axe 3. On a aussi justement le fait de développer régulièrement des actions visant à améliorer les compétences et le savoir-être des jeunes, les CV, les lettres de motivation, et savoir comment fonctionne une entreprise, car c'est justement quelque chose aussi assez prégnant. Et enfin, c'est un point sur la décentralisation qui nous paraît très important, à savoir qu'on a constaté qu'il y a un certain nombre de forums à destination de toute la population, d'ailleurs du 15e, ce n'est pas spécifiquement des jeunes, des forums de l'emploi qui sont organisés, où des entreprises viennent proposer des emplois aux habitants. Mais il y a encore, et c'est aussi lié à la géographie du 15e, des difficultés à se rendre directement, ou des difficultés alors personnelles, ou alors simplement pas l'habitude de se déplacer jusqu'à la mairie du 15e, mais justement à se mouvoir entre les quartiers. Et donc ça, c'est un problème assez important dans notre arrondissement qui fait que certaines personnes qui sont basées, par exemple, justement à Ballard, ou qui sont basées Porte de Versailles, ou qui sont basées même à l'inverse au niveau de Montparnasse, ne vont pas prendre les transports jusqu'à la mairie d'arrondissement, pardon, pour aller à ces forums et pour pouvoir trouver un emploi, pour pouvoir avoir des renseignements sur l'emploi. Et donc notre objectif ici, c'est justement de décentraliser ces forums et d'offrir ce genre d'événements pour tous dans une situation géographique plus proche, sans avoir à utiliser des métros qui sont particulièrement, on va pas dire mal desservis dans notre arrondissement, mais où il y a quand même un certain sujet entre la ligne 8 et la ligne 12, pardon, et on a fait le tour du 15e. La ligne 10 éventuellement, mais qui n'atteint pas d'ailleurs la mairie. Dès lors qu'on n'est pas connecté à la 12, c'est le bus ou c'est à pied, et il y a certains modes de fonctionnement qui font qu'on se rende compte qu'il est plus complexe de faire venir les gens jusqu'à la mairie dès lors qu'on organise ce genre de forum. Et toujours sur cet axe 3, on a finalement un recensement, une cartographie annuelle que l'on souhaite réaliser sur les campagnes de prévention qui sont organisées. C'est-à-dire qu'il y a nombreuses campagnes qui sont organisées sur toutes les problématiques de notre société et qui peuvent toucher aux jeunes, qui sont organisées par la mairie de Paris, qui sont organisées par des associations, qui sont organisées par la mairie du 15e arrondissement, qui sont organisées même par l'État ou par les collèges et les lycées. Et là, en fait, notre ambition, c'est de pouvoir la cartographier et de pouvoir se rendre compte à quel moment certains éléments qui nous semblent centraux ne sont pas réglés. On a par exemple cette dernière année, c'est pour la citer, de nombreux retours de la part de collèges, lycées et interlocuteurs associatifs sur un gros problème de santé mentale pour tous les jeunes parisiens, et en particulier sur le 15e. Et en fait, c'est quelque chose qui a des réponses, dont certaines réponses existent, mais dont il est extrêmement compliqué de pouvoir donner finalement un lieu précis pour pouvoir justement avoir une réponse précise. Alors je tourne un petit peu en rond, mais on voit que le sujet de santé mentale est très prégnant cette année chez les jeunes. Il le sera certainement l'année prochaine. Mais pour justement obtenir des réponses, on est encore dans une sorte de flou entre les différents interlocuteurs qui existent et entre les différentes actions qui peuvent être mises en place. Et donc, en fait, cette idée ici, c'est que pour ça, que chaque sujet en soit en mesure de savoir ce qui a été créé, ce qui pourra être renouvelé les années suivantes et ce qui devra être surtout mis en place les années suivantes afin de pouvoir justement border l'ensemble des problématiques. À cela, on ajoute le fait d'organiser une campagne annuelle dédiée à la prévention des addictions chaque année, car ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater depuis le début de ce mandat, mais d'ailleurs, même nos collègues sur les mandats antérieurs, c'est qu'il y a quand même un grave problème d'addiction au sein du 15e, mais au sein surtout de toutes les villes de France par rapport aux jeunes sur l'addiction aux drogues. C'est quand même un problème très important, et avec une démultiplication de nouvelles drogues qui apparaissent. Récemment, il y a justement eu une avancée aussi sur le proto. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est, mais c'est des sortes de petites fioles qui servent justement à
faire même du protoxyde d'azote qui sert d'ailleurs à faire aussi de la chantilly, donc c'est pas forcément quelque chose qui peut être vu comme une drogue de prime abord, mais en fait il y a toujours de nouvelles drogues qui émergent et qui posent problème sur la santé, pour la santé et pour la salubrité. Donc notre objectif aussi, c'est de pouvoir cibler ces différents éléments et toujours y apporter des réponses. Sur l'exemple, si je prends l'exemple du proto justement, c'est que c'est quelque chose qui a pu être mis en avant dans le 15e arrondissement il y a 3 ans, qui a justement été l'objet de tables rondes et de discussions autour de cette problématique-là, et on a une réponse préfectorale qui a été apportée cette année. Donc avec justement des zones avec interdiction de consommation qui vont être mises en place et qui vont être cartographiées sur l'ensemble de l'arrondissement. Donc c'est pour vous dire que l'idée à côté de la mise en place de ces campagnes, c'est aussi d'apporter des réponses et de cibler des problèmes au regard de l'ensemble des interlocuteurs que l'on peut avoir, et en particulier de la préfecture. Et enfin, on arrive sur le fait de développer une offre spécifique sur les équipements jeunesse à l'initiation des étudiants, car là aussi, alors il y a eu une première avancée qui a été faite suite au Covid, mais on a donc des infrastructures jeunesse, comme je vous l'ai dit, qui sont en particulier pour les enfants et qui sont liés aux familles, mais on a aussi des étudiants maintenant qui arrivent à Paris, qui justement ont aussi des besoins de pouvoir faire du sport, pouvoir faire des éléments, des activités extrascolaires justement, plutôt extra-estudiantines. Et donc notre ambition là-dedans, c'est justement de pouvoir leur apporter plus d'accès aux actions qui vont être menées au sein du 15e arrondissement à leur profit, et donc à des coûts moins importants. Donc voilà un petit peu, si j'étais un peu plus long que je le souhaitais, à vrai dire, j'en suis navré. mais ce contrat-là, vous pouvez vraiment le retrouver sur, sur le site de la mairie du 15e, vous mettez contrat jeunesse d'arrondissement Paris 15, vous allez le retrouver, et en fait il permet vraiment d'avoir les différents angles d'action que l'on va mener, donc ce qui permet vraiment de savoir ce qui sera mis en place, ce qui permet d'avoir cette cartographie, et qui vous permet aussi pour votre quartier justement de savoir quelle est la situation réelle de la jeunesse au sein de votre quartier, et donc pourquoi tel ou tel problème peut se matérialiser, parce qu'on peut avoir des éléments de réponse là-dessus. Et justement aussi, ça c'est un point important, et c'est pour ça que qu'on a souhaité vous le présenter aujourd'hui, c'est que dans cette mise en application, tous les interlocuteurs sont concernés, et que tous les problèmes que vous pouvez rencontrer ou les réussites que vous pouvez rencontrer, on ne va pas cibler que les problèmes au sein de votre conseil de quartier, on souhaite pouvoir justement aussi les intégrer dans ce contrat jeunesse et pouvoir y apporter des réponses, parce qu'on sait que tout doit finalement se matérialiser au sein de chaque section, parce que chaque quartier est différent, chaque quartier a sa propre jeunesse et ses propres modes de fonctionnement aussi. Donc voilà, on a tout cet attirail-là qui existe, avec toutes ces séries de réponses, on va dire entre guillemets globales, mais qui peuvent se matérialiser autrement selon les retours qui nous sont faits, avec justement les élus qui sont là pour pouvoir agir, tout l'ensemble de la direction jeunesse et sport de la ville de Paris, enfin l'ensemble, les représentants de la direction jeunesse et sport de Paris sur notre arrondissement, qui sont là aussi pour agir, et enfin nos partenaires associatifs, si je peux me permettre de les citer, qui sont également dans cette ambition-là et qui ont pu traduire certains objectifs précis lors des différents échanges réalisés en amont de la signature de ce contrat. Voilà. Et dernière petite parenthèse, tant que j'y suis, et après j'arrête de vous embêter, c'est simplement au travers, donc je l'ai évoqué au tout début de ma prise de parole, sur le Conseil de la jeunesse du 15e, qui est aussi une infrastructure qui fête ses 1 an, je crois même aujourd'hui, ou demain, et qui en fait représente, on a 2 garçons et 2 filles de chaque quartier du 15e qui est représenté au sein de ce conseil. Donc c'est aussi c'est des porte-paroles de la jeunesse, d'une part, mais aussi les porte-paroles, c'est notre ambition, de la jeunesse de chaque quartier de l'arrondissement. Et donc c'est aussi ça qui nous paraît important, c'est que c'est aussi tout l'axe de cette deuxième, parce qu'ils sont élus pour 2 ans sur cette 2e année de mandat, et c'est aussi pour ça que je suis assez content que je puisse m'exprimer succinctement, c'est aussi qu'on a finalement des jeunes qui auront à cœur peut-être de pouvoir discuter avec vous et de vous trouver des solutions sur ces sujets et sur les sujets qui vous paraîtraient importants au regard de la jeunesse, et ils sont absolument disponibles dès lors que vous le souhaiteriez. Voilà. Vous pouvez m'écrire si vous voulez. Je peux vous donner, les coordonnées aussi des coprésidents. Alors là, il varie en fonction de chaque séance, mais c'est en fait une organisation qui a été mise en place afin de donner une totale liberté aux jeunes eux-mêmes, de convoquer aussi les élus qu'ils souhaitent, un peu comme aussi à votre image des membres de la direction de la ville de Paris, pour avancer sur des sujets et justement pouvoir apporter des réponses, quelles qu'elles soient.
Mais vous pouvez m'écrire. J'adore recevoir des messages. Mais voilà. Merci beaucoup, Louis, pour ces éclairages. Est-ce qu'il y a des questions particulières, des remarques, des commentaires, des réactions que cet exposé très complet mais très utile en tout point, hein. Oui, il faut rentrer dans les détails. On fait beaucoup de choses pour la jeunesse et ce quartier en particulier a beaucoup d'enjeux, et en tout cas une jeunesse qui est très présente et qui a besoin aussi de pouvoir trouver des moyens de s'exprimer et des moyens, des perspectives à se donner. Donc c'est vrai que toutes ces présentations-là, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, à vous faire les porte-parole de ces messages-là auprès de vos familles, de vos proches, des personnes que vous croisez, parce que ça peut intéresser beaucoup de monde et c'est parfois difficile d'engager les jeunes et de les maintenir engagés. Donc on a une belle structure pour laquelle on peut réussir à trouver des moyens de créer des passerelles entre la jeunesse et les institutions et la mairie et l'action publique pour que ce soit mieux compris et qu'ils puissent voir aussi comment eux peuvent devenir les acteurs finalement de la vie publique. Et ça, c'est important pour l'avenir à tout point de vue. Donc n'hésitez pas à vous en faire les paroles. Mais si vous avez des réactions, je pense que Louis sera ravi de vous écouter aussi en retour. Ah, allez-y, quand même. Bon, je suis un peu concerné. Effectivement, ce contrat est très important. Il est très important parce que moi, je suis impliqué dans un espace de vie sociale et je peux vous dire que certains jours, je suis effrayé par le nombre de bonbonnes de protoxyde d'azote qu'on trouve dans les rues. De bonbonnes de 650 millilitres. Certains jours, j'en vois 10 d'un coup. Mais quand on voit les effets sur la santé, je peux vous dire que c'est dramatique. On est intervenu aussi, c'est une nouvelle démarche qui implique les associations dans les mesures de responsabilisation. Je ne sais pas si vous connaissez la démarche. C'est une démarche qui associe les écoles aux associations, dans la mesure où un enfant a dérapé, après un conseil d'école, ou de collège, au lieu de le renvoyer, c'est de l'impliquer dans une association et de voir si, tout compte fait, l'erreur est humaine et qu'on peut retrouver un chemin normal. Nous, on l'a vécu avec un collège, et je peux vous dire qu'on a réussi, on a eu 2 enfants, il y en a un, on l'a sauvé, je veux dire... l'erreur est humaine et on a dit, c'était un suiveur, il a fait l'erreur et voilà. De même, on s'est impliqué dans... alors, la mission locale, autre problème, la mission locale qui est très liée aux jeunes est implantée dans le 14e. Donc, il faut absolument que les associations l'invitent et l'associent. C'est ce qu'on a fait plusieurs fois autour des aides pour le permis de conduire, ce qui est aussi très important pour les jeunes. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a tenté, j'aimerais bien que ça soit renouvelé dans les autres années, dans d'autres conseils de quartier, c'est que pour la première fois, pour le budget participatif, on a fait une réunion de jeunes autonomes, d'une vingtaine de jeunes, devant définir quels sont les besoins dans leur quartier pour le budget participatif. Et c'est quand même une démarche très importante et très, très enthousiasmante. C'est qu'ils sont engagés. Simplement, on ne leur donne pas toujours, comme vous dites, l'occasion de s'exprimer, d'exprimer leurs besoins. Ils se sentent un peu isolés. Alors, il y a un point aussi nouveau depuis cette semaine, ou plutôt la semaine prochaine, c'est que vous allez avoir dans l'arrondissement des passes numériques. Alors, qu'est-ce que c'est que les passes numériques ? C'est comme les carnets restaurants. C'est un carnet de 10 coupons, mais qui vous permet de vous initier à l'informatique ou d'avoir une approche informatique auprès d'opérateurs. Et autrefois, c'est-à-dire depuis 2 ans, ce carnet était réservé aux bénéficiaires du RSA. Et maintenant, il vient d'être élargi à toute la population à partir de 16 ans, sans distinction de structure, de catégorie sociale ou de revenus. Ce sont des carnets qui sont proposés
aux habitants pour essayer de lutter contre la fracture numérique. Donc les jeunes vont pouvoir bénéficier comme les autres, mais si on les informe, de ce carnet numérique, de ce pass numérique, puisqu'à partir de 16 ans, ils y ont droit. Je voudrais finir mon intervention par une question à Louis Latine, qui fait énormément de choses pour les jeunes, je peux vous le dire, et qui est très attentif à toute l'évolution des situations. Je crois qu'il y a un renouvellement du conseil actuel. Le seul problème, c'est que sur la page web où on peut s'inscrire, il n'y a pas de date limite. Et chez un jeune, quand il n'y a pas de date limite, c'est toujours reporté au lendemain, et on a du mal à leur dire « va t'inscrire ». « Oh, mais j'ai le temps, il n'y a pas de date », ainsi de suite. Voilà, merci. On va instaurer des échéances pour mettre la pression. Mais en effet, c'est une très belle initiative portée par la métropole du Grand Paris. C'est vrai d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir rappelé tous ces éléments, c'est vrai, qui sont très importants pour les jeunes et j'espère qu'ils le verront sur la vidéo d'ailleurs. mais pour répondre à votre question, c'est qu'en fait, on avait prévu, enfin non, là ça fait un petit peu comme si on avait tout prévu, mais on sait que c'est toujours compliqué de rester attaché à une organisation et que finalement on peut avoir les parents qui vont forcer les jeunes à aller s'inscrire. On va avoir des jeunes qui vont s'être inscrits sur un coup de tête mais qui vont plus venir derrière. Et donc en fait on savait que mettre un mandat dès le début d'1 an ou 2 ans, on avait un risque d'avoir la moitié du conseil qui allait disparaître avec le temps. Ça a été le cas. En réalité, je ne vous le cache pas, on a eu quand même une baisse de fréquentation. Alors ce qui a induit que les jeunes eux-mêmes ont décidé de voter pour la mise en place d'un dispositif selon lequel plus de 3 absences consécutives équivalaient à une démission. Et donc, en fait, on a une série de places vacantes qui se matérialisent au fur et à mesure de ce nombre d'absences qui arrivent ou de ces démissions dès lors qu'un jeune dépasse l'âge limite qui était de 18 ans. Et en réalité, si on a mis ce questionnaire qui reste tout au long, qui reste actif constamment, c'est qu'en fait, il est fixé au sein de la charte du Conseil de la jeunesse que lors de chaque séance plénière, il est procédé à un tirage au sort des places vacantes. Et donc, on reprend à chaque fois la liste des jeunes qui sont inscrits dedans. Alors, on reprend à chaque fois la liste. On va quand même contacter préalablement les personnes qui sont peut-être inscrites depuis 1 an pour leur dire est-ce que vous êtes toujours intéressés, parce qu'on se doute bien qu'elles ont pu oublier avec le temps. Mais c'est vrai qu'il y a cette forme-là de liste d'attente qui se matérialise, qui fait qu'il n'y a pas vraiment de date limite. En réalité, on va avoir demain soir les coprésidents qui vont se réunir pour tirer au sort les 10 prochains. Parce qu'on a 10 places vacantes à l'heure actuelle et qui vont du coup faire un renouvellement demain soir. Donc il y a jusqu'à demain soir pour être tiré au sort, si je peux vous livrer ce petit secret, mais il y en aura ensuite par la suite, forcément aussi. Après, je ne vous cache pas non plus que la charte du Conseil de la jeunesse, qui est d'ailleurs disponible sur le site de la mairie, vous tapez Conseil de la jeunesse Paris 15, vous l'avez directement, dont le questionnaire aussi et la charte téléchargeable, elle a un moyen, elle peut être modifiée par de 2 manières. Donc, elle est modifiée en étant votée par le conseil d'arrondissement, ça c'est obligatoire, mais soit le maire ou son adjoint propose une modification de la charte, soit les conseillers à la jeunesse peuvent eux-mêmes, sous condition d'être une majorité à le voter, peuvent proposer une modification. Et pour vous livrer un second secret, qui n'en est pas un non plus, on a invité les jeunes justement à se saisir au cours de cette 2e année de mandat de cette charte pour justement l'ajuster à leur premier constat sur cette première année d'activité. Et donc il y a des chances que dans ces prochains mois, il y ait une évolution justement de cette charte pour coïncider davantage avec un fonctionnement autre. Alors je ne peux pas le dessiner, je ne peux pas le deviner à leur place à l'heure actuelle, mais je sais qu'il a été évoqué justement ce sujet de voir est-ce que le mandat doit être raccourci, est-ce que justement il doit y avoir des phases précises de candidature, ou également est-ce que l'âge doit être un petit peu modifié. Donc ça, je ne suis pas maître de la modification en question, mais c'est un sujet dont ils vont se saisir, je pense, dans ces prochains mois. Là, pour que vous ayez aussi une idée sur la prochaine séance qui sera organisée au début du mois prochain, il va être question justement de la mise en place d'éléments concrets dans le Conseil de la jeunesse, que j'avais matérialisé un peu plus tôt, qui est de développer un règlement intérieur à leur conseil, donc en respect avec la charte, mais qui clarifie davantage leur débat et qui également rapproche leur débat du fonctionnement d'un conseil d'arrondissement.
Parce que l'idée aussi, c'est qu'ils puissent comprendre comment fonctionne une administration. Et donc derrière, il va être attendu de chacun d'eux de faire des votes précis avec un respect des délibérations d'un rapporteur et de ce genre de choses pour défendre les projets et les modifier. Et à côté de ça, on a une série de différents projets dans chaque commission qui commencent à se développer, où là, par exemple, je ne peux pas les citer étant donné qu'ils n'ont pas encore voté l'action, mais ils ont des commissions de travail qui se réunissent. Et on a pu se matérialiser, par exemple, différents éléments, plusieurs idées qui débouchent à l'heure actuelle, qui seront proposées à l'occasion du prochain conseil, telles que la mise en place de compost dans certaines écoles qui accepteraient de le faire, non pas de compost, pardon, de potager dans certaines écoles qui accepteraient de le faire en lien avec le conseil de la jeunesse, ou également la mise en place d'un sujet qui est aussi très problématique, où on se rend compte que plus de 50% maintenant des jeunes qui vont dans des collectes alimentaires, des jeunes étudiants, sont des jeunes étudiants dans les collectes alimentaires de la Croix-Rouge, par exemple, entre autres. Et donc la question là, c'est que ces jeunes veulent trouver des solutions aussi pour effectuer des collectes alimentaires à destination des étudiants dans le besoin. Et ils ont ce projet-là en cours de développement et qui devra essayer de se matérialiser. Et dernier point, ils ont aussi cette ambition de créer une maraude, donc c'est-à-dire aller à la rencontre des personnes sans domicile fixe dans l'arrondissement et leur apporter une forme de réconfort, de nourriture et d'accompagnement. Donc on a aussi ces projets concrets qui se lancent en même temps, après cette première année où ils ont pu se saisir de sujets de l'organisation du conseil. Donc ils vont avoir un agenda un petit peu plus resserré ces prochains mois, et avec un dernier élément que l'on avait promis et qui nous paraît très important, qui est que, comme j'ai pu vous le citer, il s'agit de collégiens et lycéens de notre arrondissement, et la récente réforme de l'éducation nationale fait qu'on arrive avec une forme de grand oral pour le bac. Et donc, ce que l'on veut aussi valoriser, c'est la prise de parole en public pour ces jeunes. Ils parlent entre eux, et plus le temps avance, plus ils sont habitués à parler à haute voix et avec un micro. Mais c'est aussi de développer cela, et pour le coup, on a aussi prévu justement de leur accorder, enfin, de mettre en place une formation de la prise de parole qui leur servira à la fois pour leur bac, mais à la fois aussi dans la défense de leur conseil, et pour être les porte-voix, comme j'ai pu l'évoquer, de la jeunesse, et justement pour aller à la rencontre des jeunes dans le cadre aussi du renouvellement du conseil l'année prochaine. J'ai fait toute une grosse parenthèse. Vous parlez de charte. Le conseil de quartier va être renouvelé cette année. Est-ce qu'il est envisageable que parmi les personnalités nommées par le maire, dans le collège des personnalités, il y ait un jeune? Alors, on ne maîtrise pas la charte des conseils de quartier. Nous, on aurait aimé. Non, vous maîtrisez totalement. Il y a un collège des personnalités. Ouais. Tout à fait, Ah oui, les personnalités qualifiées. Tout à fait. Et alors, est-ce que dans ce collège, puisqu'on ne voit pas de jeunes dans les conseils de quartier, le maire, puisque c'était une décision du maire, pourrait nommer des jeunes du conseil de la jeunesse dans les différents conseils de quartier? Déjà, on encourage les jeunes à candidater. C'est pas forcément toujours efficace, mais on voit aussi qu'on a un certain nombre d'associations qui sont volontaires. On a la bonne équipe qui est d'ailleurs, je ne sais plus si elle est dans ce quartier ou dans l'autre. C'est Vaugirard. La bonne équipe qui est très active sur Citroën Boussico aussi, mais qui fait partie du conseil de quartier Vaugirard Parc des Expositions, parce que tout simplement, ils ont candidaté comme association pour pouvoir y participer. Et donc, on a un certain nombre même de jeunes qui ont été tirés au sort dans le conseil de quartier. Donc, il y a cette étape-là, mais c'est vrai qu'on pourrait envisager... Après, nous, notre réflexion pour la livrer complètement, on avait l'idée que ce conseil étant à l'heure actuelle pour les collèges lycéens, donc avant 18 ans, on voulait justement leur donner une prédisposition à la vie de la cité. Et qu'en réalité, dès lors qu'ils aient 18 ans, ils aient différents choix qui se matérialisent face à eux. Le choix d'aller rejoindre un conseil de quartier et de candidater à un conseil de quartier, la possibilité de rejoindre le Conseil parisien de la jeunesse, donc la structure à l'échelle de tout Paris, la possibilité de rejoindre le Conseil régional des jeunes d'Île-de-France aussi à partir de 18 ans, ou encore des associations du type Parlement des étudiants qui existent, ou même tout simplement d'être élu à la municipalité, c'est également possible dès lors qu'on a 18 ans. Donc ce qu'on voulait, c'est de leur donner un premier axe et qu'ils puissent ensuite aller derrière. Là, c'est aussi l'objectif de ma prise de parole ce soir et aussi dans d'autres quartiers ces derniers jours, c'est que justement les conseils de quartier puissent connaître l'existence de ces jeunes sans pour le coup vous imposer tout de suite, entre guillemets, des jeunes qui ne connaissent pas non plus forcément tout de suite votre conseil. Donc là, on était un petit peu dans cette logique qui était de se faire se rencontrer
les associations participatives et éventuellement pousser derrière dès lors qu'il y a une bonne entente et une bonne alchimie qui se crée sur les différents acteurs. Après, en réalité, moi, je rêverais d'avoir des représentants jeunes dans chaque conseil de quartier. Alors, lycéens, je ne sais peut-être pas forcément, mais étudiants, je pense que ce serait quand même une bonne chose, justement, parce qu'on voit que les besoins des jeunes étudiants dans les différents arrondissements, d'ailleurs pas seulement dans le 15e, touchent tous les quartiers, finalement. Et que c'est important de pouvoir le savoir. On voit bien, par exemple, le Conseil parisien de la jeunesse que j'ai rapidement cité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé ce conseil d'arrondissement, ce conseil jeune d'arrondissement, c'est que le Conseil parisien de la jeunesse est majoritairement composé d'étudiants. Et les problématiques étudiantes sont quand même quelque chose qui peut être réglé pour certaines à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'un arrondissement et qui doivent être entendues et défendues. On a beaucoup de problématiques de logement, beaucoup de problématiques justement d'accès à l'information, d'accès aux actions qui peuvent être proposées. Et la représentation étudiante dans un conseil de quartier me paraîtrait extrêmement importante. Et c'est justement cette ambition avec ce conseil des jeunes, c'est en leur faisant une première introduction à la vie démocratique et à la vie participative, c'est de leur donner cette envie justement de saisir le tirage au sort et d'aller ensuite en ce sens. Maintenant, sur la désignation du maire, si on a des anciens présidents de conseil de la jeunesse qui, eux, sont pleinement impliqués, qui justement dépassent les 18 ans, je pense que ce serait extrêmement intéressant de pouvoir leur proposer de rejoindre le quartier qui leur correspond. On a vu qu'on a des exemples justement de rapporteurs ou de présidents de ce conseil qui sont pleins d'idées, pleins de motivation et pleins d'envie pour agir. Et on sait très bien que dès qu'ils vont atteindre ces 18 ans, donc sans possibilité de recandidater derrière, le Conseil parisien de la jeunesse va tout de suite être très éloigné d'un côté. Et de l'autre côté, ils auront eu des démarches et des actions en faveur de l'arrondissement et en faveur aussi des jeunes de l'arrondissement. Donc voilà. Si on a fait le tour des questions, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir sur ces bonnes paroles, sur ces bonnes idées aussi. Et puis se dire à très bientôt pour les prochaines activités, pour les prochaines rencontres du conseil de quartier qui auront lieu avant l'été. On en aura encore un avant le renouvellement qui a été mentionné déjà tout à l'heure, qui se fera à la rentrée prochaine. Donc on en reparlera, on fera des appels pour que tous, autant que vous êtes, vous puissiez candidater, vous porter candidat pour le tirage au sort qui aura lieu à l'automne. Mais on aura une nouvelle occasion d'en reparler avant l'été. Donc dès à présent, si vous voulez y réfléchir, c'est le moment de s'engager. Ou de vous réengager, hein, bien sûr, parce que tous autant que vous êtes autour de cette table, vous êtes bien sûr invités à revenir pour un nouveau tour de 3 ans. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Oui, madame, vous avez une question ? Je comprends. Oui, bien sûr. On essaye. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu une exception. D'habitude, on a plutôt du mal à tenir dans les délais. On a plutôt du mal à finir avant 9h et on est tenu pour respecter aussi le travail des gardiens des écoles qui nous accueillent. Donc c'est vrai que... Oui. Oui. D'accord. Je le partagerai, je ferai remonter ça aussi avec mes autres collègues aussi pour qu'on ait un... Oui. Vous auriez eu quoi comme point d'hiver, madame ? Très rapidement, en 5 minutes. Non, soyons synthétiques. Voilà, il y a mixte là. Parce que par le passé... Oui.
Mais justement, parce qu'on l'a évoqué déjà dans d'autres conseils de quartier précédents, d'autres aspects des rénovations du parc. Donc c'est vrai que là, on a choisi de se concentrer sur cet aspect-là parce que les autres sont traités, et c'est la difficulté pour beaucoup de conseils de quartier souvent, c'est de aussi ne pas traiter constamment les mêmes sujets d'une réunion sur l'autre, parce que il faut aussi, on a beaucoup de sujets très divers qui peuvent être intéressants. Bon, là, malheureusement, la végétalisation de la rue de Lourmel a sauté. J'en suis vraiment très, très déçue parce que j'y tenais à ce sujet. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi de varier parce que sinon, on risque aussi, dans l'autre sens, de lasser les gens. Si on réaborde souvent des sujets qui ont déjà été vus sur les précédentes réunions. Donc on essaye de trouver un équilibre autant que possible avec des sujets qui sont renouvelés et qui peuvent aussi attirer différentes personnes. Donc peut-être que là c'était trop spécifique et que les gens ne se sont pas projetés dessus. Peut-être que les grèves, les conditions actuelles ont fait... On a aussi très peu de membres du conseil qui sont présents, donc on a peut-être aussi des conditions extérieures qui font que les gens n'ont pas pu venir. Oui. Ça n'est pas de notre ressort, mais voilà. Mais c'est bien pris en tout cas pour la question sur les points divers, et je vais en parler avec mes collègues. Et c'est pour ça que le canal a été évoqué. Monsieur Diane, d'ailleurs, était très attentif à ce qu'on fasse ce suivi. Mais c'était bien ça, parce que ça avait été évoqué quand on avait parlé de la rénovation du parc André Citroën, où il y avait un certain nombre de points qui avaient été évoqués sur les fontaines céréales, sur le parvis, etc. Et il avait été évoqué justement à cette occasion, ce grand chantier, parce qu'il est quand même particulièrement conséquent. Et là, c'était cette demande de justement faire la suite de ce qui avait été évoqué au départ. Voilà. Donc on essaye autant que possible d'avoir cette logique-là, en tout cas. Mais vous avez raison de le pointer, parce que ça joue aussi sur la façon de rester mobilisé. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Diane. Je vous ai vu prendre le micro, mais je vous ai peut-être coupé la parole. J'ai tout dit. Non, parce que vous avez dit ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ça fait des années qu'on s'occupe de la réfection du parc Citroën, et en particulier de ce grand canal, parce que ça fait 20 ans qu'il est à l'abandon. Hein. Donc justement, le but aujourd'hui, c'est de faire le suivi dont vous parlez. Ça fait, donc on a dû le mettre une fois par an à l'ordre du jour, justement, pour avoir ce suivi. Et là, c'est une étape importante, parce que c'est la première fois qu'il y a un engagement devant tout le monde de faire des travaux avec un planning. Bon, ça fait 6 ans que j'attends ça, moi. Oui. On pourra, j'espère, peut-être faire l'inauguration avec le conseil de quartier. Ça serait pas mal de pouvoir avoir cette occasion-là, en tout cas, pour justement avoir ce suivi. Mais comme on l'avait pu le faire pour la péniche de l'Arche, où on avait eu plusieurs présentations, on a eu des visites. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, de l'Arche, qui ne s'appelle plus de l'Arche, d'ailleurs, qui s'appelle Anetka aujourd'hui. mais voilà. Oui. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, venez vers nous et puis on discutera pour les mettre ou pas à l'ordre du jour en fonction de toutes les demandes. Hein. Oui, déjà, n'hésitez pas à la fin des conseils de quartier à vous adresser. On ne peut pas diffuser les adresses des mails. Vous pouvez vous adresser à moi éventuellement, parce que mon adresse est publique, c'est le plus simple. Mais si vous voulez vous adresser directement aux conseillers de quartier en fin de conseil, je vous y invite aussi, parce que ça peut être aussi des relais de personnes avec lesquelles vous accrochez sur certaines thématiques aussi en particulier. Mais bien sûr... Sur le site de la mairie, il devrait y avoir chaque conseil de quartier, il devrait y avoir une boîte aux lettres, un mail. C'est les élus qui jouent ce rôle-là. C'est... Mais en fait, dans les faits, les élus, heureusement, on a un peu d'honnêteté intellectuelle, si j'ose le dire comme ça. Mais alors, on partage les préoccupations qui nous sont remontées, on les partage en fait lors des réunions préparatoires des conseils de quartier. Lorsqu'on sélectionne les thématiques qui vont être abordées, en fait, on met toutes les thématiques qui ont été soulevées sur la table.
Donc du côté des élus, c'est les thématiques qui nous sont remontées, qui sont préoccupantes. Ça peut être des thématiques qui sont remontées directement au cabinet du maire aussi. Ça peut être des sujets dont on a connaissance parce qu'on sait comment évolue en tant que mairie. Nous, on a connaissance de l'évolution de certains chantiers, de certains projets. Et donc, on va dire, là, peut-être qu'il y a un intérêt particulier. Donc, on a tout ce travail en amont qui est fait. Mais ne vous inquiétez. Sur ce point, je vous garantis qu'on a une transparence. Moi, c'est mon principe, en tout cas, de transparence vis-à-vis des conseillers de quartier et de pouvoir partager aussi ce qui nous est remonté et qui n'est pas forcément directement remonté à eux. Mais si vous avez un doute, vous pouvez toujours doubler et faire les deux côtés, m'envoyer un mail et aller leur parler. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Oui. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que les gens ne veulent pas forcément avoir leur mail personnel qui est public. Mais voilà. Une adresse on pourrait faire une adresse vers une adresse conseil de quartier pour l'ensemble, plutôt que d'avoir 10 adresses à gérer. Une adresse qui concentre tous les retours vers le conseil de quartier. Oui, ou un formulaire. Je vais le soumettre l'idée. Mais je pense qu'on a certaines adresses qui sont sous-exploitées encore et qu'on pourrait mieux exploiter dans ce sens-là. Oui. Sinon, vous envoyez à anne.hidalgo. Alors, c'est pas sûr que ça redescende. Mais ça, c'est... Je vous en prie. Bonne soirée à tous.